À chaque jour, son décor. Aujourd'hui, le château de la Pommeraye à Messac et son parc arboré. Ma curiosité va toutefois se porter sur le colombier. Monsieur Villemain, propriétaire des lieux, va m'en confier tous les secrets. L'histoire du colombier, monsieur Villemain, est-ce que vous en avez une idée? Oui, on a une idée, parce qu'en fait, on n'a pas la date exacte. Mais il semblerait que ce colombier a été construit simultanément avec la reconstruction du château, sur des restes plus anciens d'ailleurs, c'est-à-dire sous Louis XIII en 1620-1630. Donc c'est un colombier qui aurait à peu près 4 siècles à l'heure actuelle. Donc monsieur Villemain, nous allons parler de l'envergure, disons, de ce pigeonnier, c'est-à-dire de son volume, de l'épaisseur de ses murs, de sa hauteur. Entendu. Alors, que peut-on dire sur la partie lanterneau, la partie où il y a la petite girouette qu'on retrouve en haut? Alors la girouette qui est en haut, c'est tout simplement un pigeon qui est sur sa ramure. Et actuellement, la girouette marche. Alors, le lanterneau servait donc à l'entrée ou était-ce la lucarne qui est sur la gauche? En fait, il y a 2 petites lucarnes qui sont diamétralement opposées, l'une au nord et l'autre au sud, et qui donnent un peu de lumière à l'intérieur du colombier. Mais en haut, le lanterneau, justement, et plus exactement en dessous du lanterneau, qui a une section carrée, hein, il y a un espace et les pigeons pouvaient rentrer et sortir en dessous de ce lanterneau. Et le lanterneau supporte une coupole qui est entièrement faite de lattes de bois et qui est recouverte d'ardoise aussi. Et la hauteur de la girouette, c'est à peu près 10 mètres. Le colombier de pied, en fait, est une tour cylindrique, isolée, qui a été implantée spécialement parce qu'un colombier doit se trouver sur un terrain sec. Il faut que les habitants puissent accéder facilement, entrer et sortir. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit. Alors ici, les pierres sont des pierres, des grès, et des schistes de Montfort, des schistes violets de Montfort. Tout est assemblé avec de la terre, évidemment pas avec du ciment, c'est uniquement bien sûr, de la terre. Oui. Les pierres est à peu près 40 mètres cubes. 40 mètres cubes de pierre. Le diamètre est 8 mètres et l'épaisseur des murs est 1 mètre. Voilà. Dans la période de sa création, était-il donné à tout le monde d'avoir un colombier? Et fallait-il avoir une certaine richesse? C'était très réglementé. Et en fait, étant donné que le pigeon est très vorace, il fait des dégâts dans les récoltes. Et donc il fallait réglementer les pigeonniers. Et c'est Charlemagne le premier qui s'est occupé de réglementer les pigeonniers. Et en fait, n'avait le droit de colombier que les seigneurs ou justiciers, c'est-à-dire ceux qui avaient le droit de s'occuper des affaires criminelles. Donc la charpente à l'intérieur que nous apercevons est constituée de quelle façon, monsieur? Alors en fait, vous avez 2 grosses poutres de chêne, grossièrement équarries, qui sont orientées nord-sud et qui reposent directement sur le mur, Oui. à 6,60 mètres. Et perpendiculairement, vous avez une autre poutre dans laquelle le centre est évidé et sur lequel, dans ce centre, va s'appuyer le mât pivotant. Et toutes ces 3 poutres sont toutes reliées entre elles par un véritable hexagone bien régulier et qui est fiché. Évidemment, tout l'assemblage se fait par des fiches. La fameuse poutre qui a été vidée, c'est celle où il y a ce petit demi-rond creusé dans la poutre. Alors là, ça nous amène justement au mât pivotant. Parce qu'au centre de ce colombier, vous avez une embase qui subsiste encore, qui a 60 cm de haut et qui est recouverte d'une pierre de schiste ardoisier. Et au centre, vous avez une coupe, une cupule, sur laquelle reposait un mât pivotant. Bon alors donc le mât reposait donc sur ce socle et à la verticale il montait jusqu'à cette encoche qu'on aperçoit en haut sous le soupirail, voilà. Là-haut, voilà, au lanterneau. Le mât s'appuyait justement dans l'encoche et sur ce mât pivotant, un peu comme un mât de bateau, il y avait un dispositif spécial pour
réussir à prendre les pigeonneaux dans les alvéoles. Alors c'était tout simplement un cadre avec un madrier horizontal, à droite à gauche, et en haut aussi un deuxième madrier horizontal et deux madriers verticaux. Et le tout était consolidé par un X. Ça faisait Bon, en définitive, ce mât était équipé de barres. D'un dispositif spécial, un espèce de cadre, consolidé par un X. À chaque extrémité du cadre, il y avait une échelle, quasiment verticale. Et cette échelle se trouvait à 50 cm à peu près du mur. Et donc l'éleveur pouvait, pivotant, en laissant pivoter le mât, et en faisant tourner le dispositif, il pouvait accéder aux différentes alvéoles. Alors là, on voit très bien qu'il y a des trous qui sont disposés très régulièrement en rangées. Et il y a 11 rangées de trous, on appelle les alvéoles ou les boulins, parce qu'autrefois, au 14e, 15e, on appelait ça des boulins. Et il y a 24 trous par rangée. Donc au total, ça fait 264 trous. Mais comme il y a les 6 alvéoles qui manquent pour la porte d'entrée, ça fait donc 258. Donc théoriquement, il pouvait y avoir de l'ordre de 500 pigeons dans ce pigeonnier. Vous m'avez dit aussi que les alvéoles n'étaient pas perpendiculaires au mur, elles étaient en aile, voilà. Parce qu'il y avait une petite cache. Alors, c'est assez particulier. Alors, les dimensions de ce trou rectangulaire sont à peu près 45 cm de profondeur. Mais, sur cette rangée-là, vous pouvez aller mettre le bras et vous avez à peu près 25 cm de profondeur où la pigeonne pouvait se cacher quand elle couvait. Et à chaque rangée, ça tourne à gauche, et la rangée d'en dessus à droite, la rangée d'en dessus à gauche, à droite, etc. Donc il y a une alternance, sans doute pour des raisons de construction. Alors donc, cette construction, qui possédait donc 264 alvéoles, ou 258 plus exactement, avait une épaisseur de... Voilà. Alors, c'était une forteresse. C'est assez stupéfiant parce que les murs ont 1 mètre d'épaisseur. Et la forme en tour, la forme circulaire, avec 1 mètre d'épaisseur, donnait une solidité extraordinaire à la construction. Et je dirais même que la tour n'était pas avec des murs verticaux, mais c'était un tronc de cône en fait, et c'est assez courant en ce qui concerne les cheminées du château notamment. Il n'y a pas de verticalité exacte. Je m'aperçois qu'il y a un schiste saillant. À quoi servait-il? Oui, c'est très intéressant. Il se trouve qu'à 80 cm du sol, vous avez des pierres qui sont en saillie. Et ces pierres forment une corniche d'un bout à l'autre sur toute la longueur intérieure du colombier. Et alors à quoi ça servait? Eh bien, tout simplement, c'était une façon pour les anciens de ne pas servir de raticide, c'est-à-dire que les nuisibles, que ce soit les rats, les fouines, etc., les putois, qui voulaient s'aventurer pour manger les œufs ou le pigeonneau, en fait, accédaient ici et ne pouvaient pas faire leur établissement, donc ils retombaient au sol. Donc c'était une protection contre les nuisibles. Et vous avez une deuxième corniche en haut, qui est identique, qui est d'ailleurs en meilleur état, et qui protégeait les 4 premières rangées supérieures qui étaient sans doute les plus habitées par les pigeons. Donc en ce qui concerne les schistes qui sont à la partie supérieure, elles avaient un même effet de protection. Mais protection contre les nuisibles comme ils ne montaient pas du bas, du haut, qu'est-ce qu'on pouvait protéger? Ceux justement qui réussissaient à monter, malgré tout, ils n'arrivaient pas à franchir la deuxième corniche. Mais il avait le temps, malgré tout, d'aller faire un tour dans toutes les autres intermédiaires. Peut-être, oui. Bon, M. Villemin, merci de cet entretien. Ça nous permet, disons, d'avoir une idée plus précise des personnages qui y vivaient. Voilà, merci.